Avec Philippe Tesson et Patricia Martin, les livres collent à l'actualité. À quel titre? Tout de suite sur France 3. Ils passent chaque mois et nous volent notre argent pour soi-disant nous protéger. Mais tu vas te taire! Derrick n'aime pas qu'on lui mâche le travail. Pour l'instant, nous n'avons que des soupçons. Nous n'avons aucune preuve. Derrick n'aime pas les aveux spontanés. Les meurtres font partie de notre quotidien. Derrick n'aime que la difficulté. Mais il n'était pas question de meurtre. C'était pas prévu, mais c'est pas dramatique. Il va être servi. Votre mari collabore avec la mafia. Il a sans doute participé à un meurtre. Et s'il te demande avec étonnement ce que tu veux? Il veut être lui-même. Dimanche à 20h50 sur France 3. Me and Mrs. Jones. Love Ballade, 17 slow pour être heureux comme un poisson dans l'eau, avec RFM. On n'a jamais vu une pareille tête de mule. Les 7 d'or ont consacré Jean Carmet. Eugénie Grandet, un film bouleversant. Des comédiens inoubliables. Oui ou non d'en user. Qui te parle de liberté? 7 d'or du meilleur comédien, Jean Carmet. Parbleu. 7 d'or de la meilleure musique, Michel Portal. Je vous maudis, Jean Carmet, Eugénie Grandet, dans la collection vidéo Grandes Œuvres, un moment exceptionnel de télévision. Vous dites 14 000. Votre prochaine dernière séance est une soirée Clint Eastwood. Mais attention, un Clint Eastwood sans chapeau, sans poncho et sans cigarillo. Oui, car on va le voir dans un film de guerre, une comédie, De l'or pour les braves. Je veux savoir quel est le meilleur hôtel de Nancy. Ensuite, eh bien, c'est un film policier, un thriller, Les Proies de Don Siegel. Il va lui arriver une chose assez étonnante, car elle va être blessée sur le champ de bataille, mais recueillie par la directrice d'un pensionnat de jeunes filles. Lundi 20h50. Donc ne loupez pas votre prochain spectacle. La dernière séance, c'est sur France 3, une soirée Clint Eastwood avec Les Proies et De l'or pour les braves. Ça serait l'anarchie si on écoutait ce type. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons ce soir à l'aventure. Je veux dire que nous allons parler de la littérature de l'aventure. Le mot est vague, il recouvre un grand nombre de sens, l'aventure physique, l'aventure sportive, l'aventure spirituelle, l'aventure scientifique. C'est sur l'aventure humaine, dans sa signification la plus large, que nous nous arrêterons. À cet effet, nous avons réuni un plateau de témoins et d'acteurs très prestigieux. Edmond Charleroux, qui vient de publier chez Grasset le 2e tome de sa passionnante biographie d'Isabelle Eberhardt, Nomade GT. Paul Nothomb, philosophe, romancier, exégète de la Bible, qui très jeune s'engagea dans l'action, qui inspira l'un des héros de Malraux dans L'Espoir, et dont Phébus réédite le roman N'y être pour rien. Nicolas Hulot, l'incontournable, l'inévitable Nicolas Hulot, qui publie chez Plomb Questions de nature. Théodore Monod, enfin, l'illustre savant, l'un des derniers grands aventuriers des temps modernes, dont Actes Sud réédite Maxence au désert, journal du premier voyage qu'il fit, la première expédition qu'il mena en Mauritanie en 1923, en même temps que le même éditeur, Actes Sud, publie une biographie exhaustive de Théodore Monod par Nicole Vray sous le titre Monsieur Monod. Et Renaud Matignon qui, en fin d'émission, ouvrira pour nous la bibliothèque de l'aventure. Le hasard veut que nous évoquions ce sujet au lendemain de la mort d'Emmanuel Robles, décédé mercredi dernier,
à qui l'occasion nous est donnée de rendre un dernier hommage. Robles, il est vrai, ne fut pas vraiment un aventurier, mais il fut un grand voyageur. Et en tout cas, son œuvre fut tout entière consacrée à l'aventure humaine dans ce qu'elle a de plus exigeant et de plus exaltant. Mais comme à l'ordinaire, nous allons d'abord évoquer l'actualité. Nous avons retenu cette semaine le dernier livre de Tahar Ben-Jelloun, Le premier amour est toujours le dernier, au Seuil. Tahar Ben-Jelloun est parmi nous, merci. Et bien sûr, nous avons retenu les livres consacrés aux centenaires, aux 5000 ou quelques 5000 centenaires français à l'occasion du 120e anniversaire de Jeanne Calment. Et pour en parler, le professeur Étienne-Émile Beaulieu nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Alors pourquoi vous, professeur Beaulieu? D'abord parce que vous avez longtemps travaillé sur les hormones. C'est à vous qu'on doit la première pilule contragestive, le RU 486, que vos travaux vous ont amené à être membre de l'Institut, que vous êtes depuis peu professeur au Collège de France. Vous avez retracé votre carrière, votre aventure de chercheur dans un livre qui est paru aux éditions Odile Jacob, Génération Pilule. Et puis on a beaucoup parlé de vous ces derniers temps, à cause, ou plutôt grâce, devrais-je dire, au DHEA, cette fameuse molécule, cette substance, non pas miracle, attention, mais qui permettrait, disons, de vieillir dans de meilleures conditions. Alors le chercheur, le scientifique que vous êtes, est-il d'abord étonné du fait qu'une femme ait pu avoir 120 ans? Est-ce que c'est, comme le dit Gabriel Simonoff dans son livre, un phénomène, Jeanne Calment? Je ne crois pas que ce soit un phénomène. Je pense que c'était inévitable qu'une femme, vous savez que les femmes en moyenne vivent plus vieilles que ne vivent les hommes, 9 pour 1 chez les centenaires, ou à peu près. Et il n'était pas étonnant qu'avec le nombre d'années qui augmente au cours de notre siècle, vous savez qu'on vit à peu près 1 an de plus en moyenne sur cette terre, le genre humain, tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a une évolution due évidemment à la médecine, à l'hygiène, à l'alimentation, malgré toutes les misères qui peuvent se passer. C'est pour ça qu'en 1950, par exemple, il y avait, je crois, 200 centenaires en France, et que maintenant, il y en a presque 6000. Presque 6000, et on en prévoit, tenez-vous bien, pour 2050, 150 000. Mais est-ce qu'il y a une limite biologique inéluctable? Eh bien, on ne sait pas. La première chose qu'il faut remarquer, c'est plus il y a de gens qui vieillissent, plus, puisqu'il s'agit d'une courbe de répartition, comme on dit, gaussienne, c'est-à-dire où il y a des plus bas et des plus forts, de telle sorte qu'il y a une moyenne, plus on avance la moyenne, plus naturellement les extrêmes s'élargissent, et plus on a de chances d'avoir des gens au-dessus du maximum, donc par exemple 120. On savait ou on croit savoir exactement qu'avant le déluge, il y avait des Mathusalem et autres compères qui franchissaient les siècles allègrement. Cela n'a jamais été prouvé, mais probablement ils étaient quand même assez vieux. On savait que de tout temps, il y avait des gens qui allaient très loin, mais je crois que, et on le dit bien dans les livres qui paraissent, comme celui que vous avez évoqué, comme celui aussi du docteur Allard, de ses collègues qui ont, avec la Fondation Ibsen, étudié les centenaires récemment dans notre pays, eh bien, on savait qu'il y a de toute façon des gens qui vivent plus vieux que les autres. Alors, comme il y a quelques unités, il n'est pas étonnant qu'il y ait une sorte de décalage qui se fasse quand il y a un grand nombre. Maintenant, la limite biologique n'est pas connue. Simplement, toute une série de calculs, et il y a plusieurs méthodes pour faire cela, a indiqué que l'ordre de grandeur de la limite, croit-on, parce que je suis sceptique sur ce que ça vaut, la limite de grandeur du nombre d'années pour la nature humaine, en comparant différents animaux, en reprenant les statistiques de tout genre, est aux alentours de 120, 130 ans, 140 ans peut-être. Mais le problème, c'est quand même de vivre bien jusqu'à ce qu'on ne vive plus. Merci, professeur Beaulieu. Tahar Ben-Jelloun, je ne vous présenterai pas comme un écrivain marocain, je ne vous présenterai pas non plus comme un écrivain méditerranéen, ainsi qu'on le fait parfois, ni comme un écrivain de langue française. Tout cela est trop restrictif. Vous êtes tout simplement un écrivain, un grand écrivain et un poète. Et d'ailleurs, on n'a pas à vous présenter. Je rappellerai simplement que vous avez reçu le prix Goncourt en 87 pour La Nuit Sacrée. Et aujourd'hui, vous publiez un recueil de nouvelles, Le premier amour est toujours le dernier,
c'est un beau titre, qui disent le déséquilibre et les malentendus entre les hommes et les femmes arabes. Mais ma question est spontanée. Pourquoi seulement arabe? Car moi, je trouve que votre livre a une valeur universelle. Seulement arabe parce que je parle de ce que je connais, mais je suppose que les mêmes situations, on peut les retrouver un peu partout. Sauf peut-être que quand même dans les pays démocratiques, dans le monde, disons, européen, les femmes ont quand même pas mal lutté, ils ont obtenu un certain nombre de droits que certaines femmes du monde arabo-musulman n'ont pas encore, ce qui fait que ça déséquilibre inévitablement les relations entre les hommes et les femmes. Mais moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que vous avez longtemps, depuis que vous écrivez, mis en lumière ce désespoir des femmes brimées par les hommes. Et là, elles sont toujours victimes, certes, mais elles ont aussi leur part de responsabilité dans les rapports. Elles se vengent, là. Elles se vengent un peu. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui est intitulée « Ruse de femmes ». Oui. Donc, elles portent leur part de responsabilité dans ces rapports un peu houleux avec les hommes. C'est que jusqu'à présent, c'est vrai, je me suis intéressé à leurs conditions, je me suis un peu inquiété de cette situation, parce que quand même, c'est le rôle de l'écrivain de s'inquiéter, mais je me suis rendu compte qu'elles aussi, elles ont leur part de responsabilité dans la mesure où elles se vengent à leur manière, elles essaient de rétablir un rapport de force, puisque le droit et la loi ne sont pas toujours en leur faveur, alors elles prennent ce qu'elles peuvent, soit par leur intelligence, soit par leur imagination, soit par la ruse, soit par la magie ou la sorcellerie, bref, par tous les matériaux qu'elles peuvent trouver. Donc ça met un peu plus en avant le déséquilibre du couple, dans la mesure où déjà le couple en soi n'est pas une chose évidente. Alors quand il y a en plus arrivent les difficultés des droits qui ne sont pas les mêmes, pour l'homme et la femme devant l'héritage ou devant la justice ou d'autres choses, alors évidemment, ça crée des difficultés supplémentaires et majeures. Je ne sais pas comment on doit prendre votre titre, il y a deux lectures, le premier amour est toujours le dernier. Moi, je dois dire que j'en ai retenu la lecture pessimiste. J'ai trouvé que les accents de votre livre étaient très désespérés, comme s'il n'y avait pas d'amour heureux, ou comme s'il n'y avait que, j'ai retenu un passage d'ailleurs que j'ai trouvé très beau, comme s'il n'y avait que des attentes d'amour. Et que l'amour mourait à la fin de l'attente qu'il inspirait. L'attente de l'amour, c'est très intéressant d'attendre, le fait d'attendre parfois lorsque l'amour est là, une espèce de fatigue, d'usure, et on pense déjà à notre amour. Bon, ça arrive souvent comme ça, c'est que l'attente fait partie du processus amoureux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par le premier amour est toujours le dernier ? Alors, c'est vrai que c'est une boutade, mais il y a plusieurs sens. Moi, le sens que je lui donnerais d'emblée en tant que méditerranéen, je dirais que le premier amour, c'est celui que les hommes méditerranéens ont pour leur maman. Alors le problème, c'est que cet amour, il persiste, et lorsqu'ils grandissent, il n'y a pas de sevrage, il n'y a pas de séparation, et lorsqu'ils prennent d'autres femmes dans une exogamie, lorsqu'ils sortent de la tribu, la mère est toujours là, et alors les femmes qui arrivent n'aiment pas beaucoup ça, parce qu'il y a une espèce d'incompatibilité d'existence entre la mère qui est présente, parfois pas forcément physiquement, mais qui est présente dans les préoccupations du mâle, et puis ces femmes disent, bon, finalement, tu n'aimes qu'une seule personne, qu'une seule femme, c'est ta mère. Alors, Tahar Ben-Jelloun, il y a un écrivain qui est mort récemment, un grand écrivain qui était aussi votre ami, c'est Rachid Mimouni, il est mort en exil. Algérien de naissance, il est allé par la force des choses habiter à Tanger au Maroc, et il laisse heureusement un certain nombre de livres derrière lui, des livres dont on pourrait dire maintenant qu'ils étaient prémonitoires. En tout cas, quand j'ai relu la nuit où j'ai appris sa mort, j'ai relu Le Fleuve détourné, qui a été écrit fin 70 et publié en 82 chez Robert Laffont, je me suis rendu compte que c'est une lecture qui éclaire vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'a voulu faire Rachid Mimouni, c'est d'être réellement le témoin de son époque et de son pays et de son peuple. Et il a fait le métier d'écrivain un peu comme un devoir de citoyen. Il a rapporté beaucoup de choses dans ce livre, et il a rapporté quelque chose de terrible, c'est que la violence que nous connaissons aujourd'hui en Algérie, qui n'est pas explicable, qui n'est pas rationnelle, qu'on n'arrive pas du tout vraiment à expliquer ni politiquement ni idéologiquement, est une violence qui nous vient de très très loin. C'est une violence qui a été refoulée par quelque temps de l'histoire, mais elle nous vient de très très loin, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Et lui, il a perçu ça en tant que
que vraiment écrivain visionnaire qui était à l'écoute de son peuple, qui était vraiment en osmose avec la société dans laquelle il vivait. Mais ce qui est terrible, c'est que cette imagination qu'il a puisée dans sa terre natale, il l'a totalement perdue finalement par la distance et l'exil. Il n'est pas vraiment perdu, parce que son dernier roman, La Malédiction, quand même, il est tout à fait ancré dans la réalité algérienne. Non, ce qu'il a vraiment perdu, c'est tout espoir. Et c'est un homme qui est mort désespéré, qui est mort... On peut dire qu'on peut mourir de tristesse. Je crois que Rachid était d'une tristesse énorme, d'une très grande angoisse. Bon, évidemment, l'hépatite n'a pas arrangé les choses. Il est arrivé sur un corps déjà très, très perturbé. Il avait une angoisse très forte, il avait une espèce de pression en lui, depuis très longtemps d'ailleurs, parce que vivant en Algérie, il était malheureux. Arrivé à Tanger, où je le voyais souvent, il parlait très peu, il était malheureux. Bien, Tahar Benjeloun, je pense que vous allez être plus sensible que quiconque à notre débat de ce soir. Il va en effet nous entraîner vers des univers qui sont aux confins de votre terre d'origine, je veux dire vers le désert. Et si vous voulez, nous allons regarder ensemble quelques images. Très bien. Alors, ces images de Mauritanie présentées dans l'émission Ushuaïa en mai 1994 et qui ont été réalisées par Luc Maresco sont le décor de votre vie depuis toujours, depuis très longtemps, Théodore Monod. Depuis 70 ans, en effet, vous sillonnez les déserts d'Afrique, les déserts du Golfe Persique. Peut-on dire que le désert est la source de votre vie ? Oh, la source de ma vie, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais on peut dire qu'il a fourni à ma vie un centre d'intérêt prodigieusement développé, puisque quand je vais travailler dans une région désertique, c'est exclusivement par curiosité scientifique et pour tenter d'ajouter quelques connaissances à celles que nous avons déjà, accroître le domaine de nos connaissances dans un domaine quelconque. Ça peut être la géologie, mais j'ai touché à beaucoup de sciences, bien sûr. Je me suis laissé tenter par beaucoup de choses. La géologie, la préhistoire, l'archéologie préhistorique, la botanique désertique, qui est pas représentée par un nombre incalculable d'espèces. Dans la Majaba El Kubra, je compte actuellement 4 espèces de phalérogame. 7 espèces de phalérogame, alors qu'il y en a 4000 en France. C'est très différent. Qu'est-ce que c'est qu'un phallérogame ? Phallérogame, c'est les plantes supérieures qui ont une fleur et une graine contenue dans un fruit. C'est ce qui les distingue des autres groupes végétaux. C'est les plantes banales. 9 fois sur 10, une plante, le mot plante évoque pour vous un phallérogame. Mais il y en a beaucoup d'autres. Vous êtes en train de nous dire que votre démarche est essentiellement, et même exclusivement, une démarche de chercheur. Oui, je crois il n'empêche que le désert vous apporte autre chose qu'une satisfaction à votre désir de recherche. Oui, bien sûr, je ne le nie pas. Mais le but même de mes voyages est l'accroissement des connaissances. Alors je ne suis pas non plus sourd à l'appel du désert en tant que tel et à l'étonnement ou
que l'on peut découvrir à entrer dans une région aussi, à tant d'égards aussi particulières. C'est une chose extraordinaire, un désert, en réalité. Marcher sur le squelette de la terre, c'est marcher, c'est voir, c'est vivre dans un pays qui est la nature avant l'existence de l'homme, avant l'homme. C'était comme ça avant l'homme. Il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de fil télégraphique, il n'y avait pas de poteaux, etc. Et là, on peut retrouver un paysage qui est le paysage qu'ont connu les éléphants, les girafes, il n'y a pas tellement longtemps, au fond, au désert, encore au néolithique, probablement. Alors ça, c'est un désert particulier. C'est un désert qui mérite d'être respecté. Et je dis souvent qu'il y a des choses qu'un homme bien élevé ne fera jamais, ni dans une église, ni dans une mosquée, ni dans une synagogue, ni dans un temple. Il faut entrer dans le désert avec un certain respect et avec la volonté de respecter ce paysage hors du commun. Le paysage est bien entendu les êtres vivants, les hommes. Il y a quand même quelques hommes dans les déserts, il y a des nomades. On va peut-être dire un mot des nomades intérieurement. Les nomades, les êtres vivants, les animaux et les plantes, naturellement. Mais c'est... et la présence de Dieu, vous l'avez trouvée dans le désert, puisque vous aviez au départ une préoccupation, une exigence religieuse et métaphysique très forte. Oui, alors, oui, c'est exact. Alors, il faut faire bien, oui, il faut savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on a éprouvé. Je ne veux pas dire que le désert provoque une exaltation religieuse particulière, mais il est évident qu'elle la facilite, parce que la méditation, par exemple, d'abord le silence du désert, le silence. Puis une journée à chameau, c'est une journée de silence. On s'ennuie horriblement au sommet d'un dromadaire pendant 10 heures de marche ou 8 heures de marche. Alors là, on a le temps de méditer, bien sûr. Et si on est tenté par une méditation orientée dans la direction du spirituel, vers l'en haut, comme disait mon ami Teilhard, on a le temps de le faire. Mais j'ajoute quand même, parce qu'il faut être véridique, que la méditation du méhariste, surtout quand les heures de l'après-midi avancent et qu'il fait encore horriblement chaud, la méditation du méhariste se fixe volontiers sur un verre d'orangeade glacé. Nicolas Hulot, dans votre livre Questions de nature, vous dites d'ailleurs, vous dites en exergue que vous aimeriez avoir un grand-père, c'est Paul-Émile Victor, et un arrière-grand-père, c'est le professeur Théodore Monod. Vous dites que le professeur Monod ne se promène pas dans le désert, qu'il le lit de lire le désert. Quand on a eu la chance, parce que ce sont des instants dont on se souvient toujours, de parcourir le désert quelques jours de suite avec Théodore Monod, chaque instant est un instant de connaissance, c'est-à-dire que tout parle, tout est connaissance aux yeux du professeur Théodore Monod, même si aujourd'hui sa vue a tendance à un petit peu faiblir. On se demande d'ailleurs si ça n'est pas une sélection de ce qu'il a envie de voir ou pas voir, et c'est vrai qu'il est capable de lire le désert, c'est-à-dire que ce qui pour vous n'est qu'un simple caillou est pour lui une somme de connaissances extraordinaires, et qu'il est capable d'un décor je dirais, qui ne vous dit rien, lui, il va vous faire une page d'histoire ou de paléontologie, et c'est toujours un moment extraordinaire. Et vous, qu'est-ce que vous allez chercher dans le désert? Sûrement pas la... Vous l'écrivez, mais vous l'écrivez de façon assez succincte. Vous dites simplement tendre l'oreille à l'éloge de la simplicité et subir une leçon accélérée de nature. Moi, je ne vais pas évidemment dans le désert pour les mêmes raisons que Théodore Monod, quoique, c'est-à-dire que lui, il participe d'une connaissance qui est une connaissance scientifique, et moi j'essaie d'aller à travers la planète, que ce soit le désert, la forêt, les airs, l'eau, les éléments, un peu pour élargir la perception que j'ai du monde qui est le nôtre, élargir notre vision, et quelque part élargir notre connaissance. Parce que je pense que la connaissance sensorielle est aussi une connaissance, et que quelque part elle participe de notre culture et de notre connaissance. Moi je ne vais pas dans le désert pour y défier quoi que ce soit, ça n'est pas du tout mon motif.
J'y vais pour m'en imprégner. Peut-être que j'y vais d'une manière beaucoup plus inculte que Théodore, mais vous savez, quelqu'un disait la connaissance, quelques lacunes dans l'ignorance. J'ai sûrement moins de lacunes que Théodore Monod, mais à mon échelle, j'essaie aussi d'apprendre les leçons de ces grands espaces. Mais c'est assez paradoxal que vous fassiez l'éloge dans votre livre du bonheur simple, de la contemplation et du repliement sur soi même, et qu'en même temps vous cherchiez volontiers, et on le sait, tout le monde le sait, des émotions très fortes. Hein. Je me réfère là à votre expérience professionnelle. Vous savez, on souffre toujours de l'idée que les gens ont de vous à travers, notamment quand on fait une émission de télévision comme la mienne, de l'idée que les gens ont de vous. C'est-à-dire qu'ils ont forcément une fraction de la vérité. Souvent, d'ailleurs, on vous apprécie pour des raisons un peu exagérées, on vous suscite des inimitiés pour des raisons tout aussi exagérées. Moi, c'est vrai que ma démarche de voyage, elle ne s'inscrit pas du tout dans une démarche, entre guillemets, je l'espère, prétentieuse. Je crois qu'elle est une simple curiosité. Je crois que Victor Hugo disait « j'ai l'esprit voyageur et l'instinct casanier ». Et je surprendrai beaucoup de gens pour dire que je déteste partir. Je suis toujours bien... Tu n'irais pas. Ah mais je déteste partir, mais je ne peux pas y résister. Et ça fait 25 ans que je me dis je vais poser mes bagages et m'en tenir là. Et je dis ça chaque année et je recommence. Et pourtant je n'ai rien à m'y prouver, mais j'ai toujours à y apprendre. Et je ne peux pas résister à l'appel de l'horizon. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me dire que l'univers se restreint au cercle de l'horizon. Oui, tandis que Théodore Monod, lui, n'a pas déposé ses bagages, et il semble qu'il ne les déposera pas, jusqu'au moment où sa quête de curiosité scientifique sera assouvie. Mais ça n'est pas le cas. Elle ne sera jamais, elle ne sera jamais assouvie. Vous n'êtes pas un peu païen, je veux dire, et ce qui vous distingue de Théodore Monod. Quand il avait 7 ans, Nicole Vray, dans sa biographie de Théodore Monod, le rappelle, il écrivait sur son journal, je pense que vous teniez déjà un journal, cette phrase « Que la foi soit mon toit, que la bonté soit mon rez-de-chaussée », ce qui pour un enfant de 7 ans est quand même assez extraordinaire. Tandis que vous, vous n'avez plus 7 ans, tandis que vous, votre langage est un langage beaucoup plus inspiré par le paganisme. Vous parlez du dépassement de l'homme, de l'accomplissement de l'homme-nature, vous référez à Nietzsche, vous chantez Poséidon, Neptune, etc. Est-ce que vous ne seriez pas le promoteur d'une espèce de nouvelle écologie païenne? Et j'interrogerai ensuite Théodore Monod sur ce qu'il pense de vous à ce sujet-là. Promoteur, sûrement pas. Je crois qu'il est très difficile de me définir parce que moi-même j'y ai du mal. Je crois que je suis quelqu'un qui agit beaucoup par intuition. Que je pense que d'ailleurs c'est l'intuition qui conduit à une forme de raison. Non, moi, si l'on parle de paganisme, ce que je peux reconnaître, c'est une forme de rébellion et de révolte. Je lisais dans le livre d'Edmond Charleroux. On va en parler. Que son héros était défini comme sauvage par nature et révolté par principe. Je me reconnais plus dans ce style de formule. Vous vous reconnaissez plus dans Isabelle Évera que dans Théodore Monod. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui, Théodore Monod? Vous pensez que c'est un petit galopin païen? Non, je pense que c'est un petit galopin païen. Je pense que c'est un homme qui est en train de découvrir l'unité de l'univers, l'unité du monde. Ce qui est très important, ce qui nous échappe à beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que je cite très souvent ces vers d'un poète anglais. Celui qui cueille une fleur dérange une étoile. Tout se tient à l'intérieur du monde. Tout se tient. Ce qui nous rend solidaires, en premier lieu des autres êtres vivants, bien sûr, de nos frères les hommes, et puis nos frères les animaux, puis les plantes, etc., bien entendu. Et j'ai découvert que Victor Hugo, c'est normal, parce qu'il n'y a que des poètes pour découvrir des choses pareilles. Victor Hugo avait dit exactement la même chose, mais en prose, dans Les Misérables, et je cite de mémoire, qui oserait prétendre que le parfum de l'aubépine est indifférent aux nébuleuses. Voilà.
eh ben, je crois que nous entrons, lui et moi, un peu dans cette à des degrés, bien entendu, de connaissances différentes. Je pense que l'observation que j'ai eu la chance de faire de la nature, d'une manière totalement différente de celle du professeur, effectivement, nous amène peut-être à des convictions identiques. Je suis convaincu, à l'observation de la nature, de la solidarité de nos destins et de l'unité des choses. Et j'ai du mal à différencier le destin de tous les êtres vivants. C'est pour ça que très souvent, quand on voit l'attention que l'on porte à la nature, le professeur Théodore Monod en est l'illustre exemple, se porter respect à la nature, c'est porter respect à l'homme. Théodore Monod, d'un point de vue scientifique, vous n'avez pas l'impression qu'une période s'achève, c'est-à-dire que des voyageurs observateurs de la planète dont vous êtes sont de moins en moins nombreux? Oh, de moins en moins nombreux, je ne sais pas trop. Il y a une division des sciences qui n'amène plus à traverser le monde comme vous l'avez fait, vous. Oui, je reconnais que ça peut s'observer, mais ça ne veut pas dire que ce soit légitime, d'ailleurs. Il y a des esprits qui pensent que l'inventaire de la planète est terminé. C'est pas la peine de récolter des plantes, de faire des herbiers, c'est pas la peine de récolter des insectes ou des crustacés microscopiques. Nous connaissons tout. Ce n'est pas vrai. Nous avons pour des siècles et des siècles encore de découvertes dans le simple domaine de la description du monde vivant. C'est pas fini. Les grands mammifères, bien sûr, et encore, il y aura peut-être encore un ou deux dauphins d'une espèce nouvelle ou d'une sous-espèce nouvelle. Les oiseaux, c'est à peu près terminé. À peu près. Une sous-espèce de temps en temps. Mais qu'on pense aux milieux qui n'ont pas encore été exploités, explorés. Le monde souterrain, le monde cavernicole, les eaux souterraines, les sables inondés, dont on s'occupe depuis 50 ans seulement, où on a découvert des quantités de choses nouvelles et stupéfiantes pour un zoologiste. C'est incroyable ce qu'il existe encore à découvrir. Bon, nous allons revenir, si vous voulez bien, au concret et à l'immédiat. Nous allons voir quelques images extraites de l'émission Océanique et réalisée par Karel Prokop, qui vous montre, Théodore Monod, dans la réalité quotidienne de votre vie de nomade dans le désert. Le désert, c'est aussi l'apprentissage d'une certaine sensibilité devant ses propres accros d'âme ou d'épiderme. Là-bas, au pays des maisons, des tables et des baignoires, le moindre bobo nous précipite chez l'apothicaire. Ici, 1000 incidents, voire accidents, sont tout simplement traités par le silence et le mépris. À quoi bon se plaindre? Et d'ailleurs, à qui? Alors, tais-toi et marche, car on vit ici au rythme même du cosmos. Ailleurs, on triche. Ici, on obéit. Comme les autres bêtes. Edmond de Charleroux, je rappelle que vous publiez le deuxième tome, le dernier d'ailleurs, mais il est très important et très volumineux, de la passionnante biographie que vous consacrez à Isabelle Hébérard. Je pense qu'on connaît Isabelle Hébérard, d'autant plus que le premier tome a paru, il a eu beaucoup de succès. Isabelle Hébérard était une jeune fille d'origine russe, exilée en Suisse, et qui dans les années 1900, en tout cas à la fin du 19e siècle, a été aspirée par le désert, et je vous interrogerai sur les raisons qui ont motivé cette démarche. Mais avant, je voudrais vous poser une question plus personnelle. Votre livre représente un travail de recherche absolument considérable. Je crois d'ailleurs qu'il vous a pris plus de 10 années, et c'est à la fois une chronique, un roman, une histoire.
est très documentée, très riche, et je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas été tenté d'aller sur les traces d'Isabelle Eberhard. Mais j'ai été tentée et je suis allée sur les traces d'Isabelle, pas forcément et seulement les traces africaines. Je suis quand même partie pour l'URSS, puisque ça s'appelait comme cela, chercher les origines. Je suis partie dans tous les pays où elle est allée, j'ai fouillé partout. Mais pourquoi pas le désert, puisque c'est quand même le désert qui est l'apogée de sa vie. Mais qui vous dit que je n'y suis pas allée? Ah bien, je vous le demande. J'y suis allée, pas du tout comme le professeur Monod, hélas, mais j'y suis allée, j'ai fait certains de ces trajets à une époque où l'Algérie permettait ce genre de voyage, mais je mentirais si je disais que les voyages que j'ai faits est un rapport quelconque avec ceux dont nous venons de parler. Moi, j'ai fait cela en voiture, en allant regarder les villes, en essayant de comprendre. Et lorsque je ne comprenais pas, je mettais en route un petit moteur qui s'appelait Théodore Monod. Alors ça renvoie, en essayant de comprendre sa démarche à elle, Bien sûr. Ça renvoie donc à la question essentielle, pourquoi était-elle qui elle était? Pourquoi a-t-elle fait ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Et j'avoue que votre livre n'apporte, mais c'est de l'honnêteté intellectuelle sans doute, n'apporte pas une réponse très précise à cela. Est-ce que par moments on a l'impression que c'est son gène slave qui l'a poussé à cette aventure extraordinaire? Je me suis demandé à un moment si c'était pas la passion, alors là ça relève de la psychanalyse, de la passion qu'elle éprouvait pour son frère qui s'était engagé à la Légion étrangère, ou alors est-ce que c'était une simple révolte, la révolte d'une enfant un peu gâtée, d'une enfant que l'un de ses partenaires, le capitaine Covey, j'appelle ça un partenaire, appelait une enfant névrosée, excessive, folle. Il y a de tout ça dans ce que vous dites, et puis il y a bien d'autres choses. On peut avoir beaucoup de raisons différentes de claquer la porte sur l'Occident. Le jour où Maxence est parti pour le désert, il avait des raisons personnelles. Ah, c'est un hasard qui a amené Maxence, c'est un hasard qui a amené Théodore Monod à faire sa première expédition en Mauritanie, puisqu'il s'occupait de la mer. Et des circonstances inattendues l'ont amené à faire ce voyage de 800 km en 1923, le long de l'Atlantique en Mauritanie, c'est cela? Oui, j'avais été envoyé par le Muséum des sciences naturelles sur la côte atlantique pour étudier les poissons et la pêche. Et puis je me trouvais là, une situation assez bizarre, en réalité, entre deux océans. Il y avait devant moi l'océan que j'étais chargé d'étudier, Atlantique et salé, mais je savais que derrière moi, il y en avait un autre, à la fois sablonneux et pétré. Je savais qu'au-delà de cet horizon oriental, que je regardais quelquefois un peu comme... quelquefois quand même, avec le désir de pouvoir le pénétrer, cet horizon. Il y avait des palmeraies, il y avait des villes dont je connaissais les noms, etc., mais que je n'étais pas nullement chargé d'aller visiter. Et puis alors, au terme de mon séjour sur la côte, en même temps d'ailleurs qu'un lieutenant d'infanterie coloniale arrivait au terme de son séjour colonial, nous avions le choix entre monter sur un cargo et retourner à Bordeaux, sur Bordeaux, ou prendre un chameau et vous avez pris le chameau. Et traverser la Mauritanie, depuis la frontière du Sahara espagnol jusqu'au Sénégal. Donc ça relevait bien d'une curiosité. Isabelle Eberhard, ça n'était pas ça du tout. Ah oui, non, je ne suis pas de votre avis. Elle était une femme qui est née avec la curiosité de l'ailleurs. Alors je pense que ça résume le propos. Ensuite, nous pourrions trouver quantité de raisons personnelles, elles sont moins intéressantes. En effet, ce frère qui était parti 2 fois à la Légion étrangère, 2 fois s'était fait réformer. Et puis tout ce que je raconte, c'est que l'Orient était sur tous les murs. La fin du 19e siècle a été une véritable promotion de l'autre côté de la Méditerranée. Tout portait un nom arabe ou oriental, on était en pleine colonisation. Il faut aussi se rendre compte que c'était un voyage lointain, mais dont tout le monde parlait, les expositions coloniales. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la curiosité, et puis un désir de claquer la porte sur l'Occident, qui a été celui, par exemple, des jeunes gens et des jeunes filles en 68. Un certain ras-le-bol de la manière de vivre en Europe. C'est l'ancêtre des hippies pour vous, Isabelle Eberhard? Dans une certaine mesure, oui.
Mais pourtant, en même temps, une soif de la vie, une soif des réalités concrètes de la vie. Une soif d'être écrivain, vous savez. Également une soif d'être écrivain. D'être écrivain. Elle a très bien compris qu'il y avait là un filon, que l'on avait besoin de gens qui écrivent sur ce pays où, après tout, mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas précisément une difficulté d'écrire pour elle qui était liée à ce désir d'Orient, à cette espèce de nonchalance, d'état dans lequel on se trouve quand on est là-bas? Bien, vous en parlez dans votre livre. Oui, sûrement. Ce n'est pas un endroit de tout repos. Et elle a été souvent interrompue, soit par des drames personnels, comme lorsqu'elle a été expulsée, soit par la vindicte d'un certain milieu colon qui la haïssait et qui l'a déprimée au point qu'elle ne pouvait même pas écrire. Elle courait chez Cauvet en lui disant « Aidez-moi, aidez-moi, je veux écrire. » Mais vraiment, on me cherche tellement. Elle a été vraiment une rebelle, une réfractaire et une réprouvée. D'ailleurs, je vous répète qu'il est très facile, si on a le temps, d'écrire la vie d'Isabelle Eberhardt. Il suffit d'avoir accès au rapport de police. Elle a été espionnée depuis l'âge de 16 ans jusqu'à son dernier souffle. Donc c'est un destin très particulier. Et une réprouvée, mais en même temps une provocatrice. Oui, elle était... Par ses attitudes et par ses actes. Si elle n'était pas provocatrice, elle nous intéresserait moins. Oui, c'est tout à fait évident. Je reviens aux réalités dont je parlais, aux réalités charnelles. C'était une femme passionnée sur ce plan-là. Elle a vécu une expérience amoureuse, sensuelle, extrêmement forte, qui, à certains égards, contredit la logique de la quête de l'ailleurs, de l'absolu, contredit la thèse du dépassement de soi-même, contredit la thèse mystique. C'est pas vraiment, non. Complémentaire, vous dites. Moi, je dis que Marie-Madeleine, était-elle une sainte ou ne l'était-elle pas? On pourrait peut-être dire qu'elle avait trop de désirs et une vie charnelle trop active. Je pense elle avait une quête, l'absolu, elle avait une quête, disons, de la solitude, et son destin a quelque chose d'antique. Tout à coup, la nature est la plus forte. Voilà une femme qui se dépouille de son identité, de sa religion et de son nom. Elle ne s'appelle plus Isabelle, elle s'appelle Si Mahmoud. Elle n'est plus russe, elle est française. Elle n'est plus athée, elle est musulmane. Et la nature, tout à coup, lui dit non. Tu as cru que tu aurais le dessus, bien pas du tout. Tu vas mourir en plein désert d'une inondation. Je dis, il y a tout à coup, là, un destin, quelque chose qui est fantastique. Enfin, moi, elle m'a occupé 12 ans. Alors, j'en parle avec une certaine passion. Mais je crois que c'est un destin exceptionnel. Tu vas mourir en plein désert, vous nous le racontez? Eh bien, c'est ainsi qu'elle est morte, puisque c'est-à-dire noyée dans un oued en crue. Ce que vous racontiez tout à l'heure, et ce que racontait en fait aussi le professeur Monod. Elle ne connaissait pas en fait la nature. Elle n'avait aucune connaissance réelle. Elle traînait dans le désert ses savates dans la plus mauvaise place, la dernière dans la caravane. Mais elle n'avait pas une vraie connaissance du désert. Pas une seconde, elle n'a pensé qu'un oued asséché à Ain Sefra allait gonfler dans la nuit et emporter toutes les maisons que l'on avait construites, d'ailleurs, que les Français avaient construites infiniment trop bas. Donc, je veux dire, là, il y a tout à coup l'explosion finale, c'est le désert. Je n'aime pas dire je n'aime pas rapprocher le désert d'un monstre ou de quelque chose. C'est dangereux, mais ça n'est pas un monstre. Mais il y a quelque chose comme l'acte du Minotaure. Enfin, il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce destin de femme. L'Afrique qu'elle a cru conquérir était beaucoup plus forte qu'elle. Mais pas de curiosité rationnelle, pas de curiosité scientifique, pas de curiosité politique. Ah, scientifique, attention. La récolte de tous les champs des nomades, à une époque où personne ne songeait à le faire, est superbe. La récolte des travaux féminins et des travaux de nomades. Et de montrer comment les travaux d'aiguille des nomades s'abîmaient parce qu'ils n'avaient plus le même fil, les mêmes teintures, etc. Il y avait une préoccupation. Vous parlez de ces livres-là? Oui, absolument. Elle l'exprime dans ses livres? Elle l'exprime. Pas de curiosité politique? Je ne dirais pas ça non plus, non. Je pense que le jugement qu'elle a porté sur certains aspects de la colonisation prouve qu'elle avait une inquiétude politique. Humaine, en tout cas. Certes. Et la relation avec Lyautey? Ça, c'est sentimental, c'est affectif. C'est difficile à dire. Je pense que Lyautey a été épaté par cette femme et qu'elle a été épatée par Lyautey, mais qu'il ne faut pas aller plus loin. Ça a été une admiration réciproque. On a dit qu'elle avait été sa maîtresse.
Oui, ça prête peut-être un peu à sourire. Mais enfin, puisqu'on l'a dit, il y a le témoignage d'un légionnaire qui dit que c'est totalement faux. Et je pense que ça fait partie de sa légende. C'était plutôt un attachement paternel qui liait Lyautey à Isabelle Bérard. Je crois qu'Isabelle a été absolument, comme beaucoup de Français de l'époque, émerveillée et étonnée de voir Lyautey arriver à pacifier une région dans laquelle les Redzous, les pillards rendaient la vie des caravanes impossible et qu'il a vraiment réussi en un temps record de rendre ce lieu habitable et qu'il y a eu une réciproque admiration. Vous dites qu'elle est le premier écrivain maghrébin d'expression française. Oui, si on me donne le nom d'un autre arrivé avant, je dirais je me suis trompé, mais je n'en connais pas d'autre. Elle a écrit un roman. Elle a écrit un très joli roman, très très joli, qui est dans ses œuvres complètes, qui s'appelle Trimardeur et qui est sa propre histoire, avec un départ russe et quelqu'un qui devient docker sur le port de Marseille, s'engage dans la Légion, oublie sa nationalité russe. Elle est très très russe. Hein. Oui, elle est très russe. Vous allez vous sentir orpheline, hein, je crois maintenant, après ces 12 ans passés auprès de... Oui, 12 ans avec quelqu'un, c'est long, mais enfin, il faudrait oui, un peu. Nicolas Hulot, elle vous fascine, sincèrement? Qui? Isabelle Bérard. Je me demandais si c'était Edmond de Charles-Roux. L'auteur comme Isabelle Bérard, oui. Mais chacun vit avec son époque et l'époque d'Isabelle Bérard était peut-être plus propice à vivre d'une manière aussi absolue que l'époque peut-être d'aujourd'hui. Paul Nothomb, votre destin ne ressemble pas à celui d'Isabelle Bérard. Je ne sais pas d'ailleurs si ça ne vous agace pas un peu qu'on puisse vous identifier à un aventurier. Vous seriez un aventurier d'un style assez particulier. Vous avez eu un curieux destin. Vous êtes né dans une famille belge de la plus grande bourgeoisie belge, bourgeoisie d'affaires, bourgeoisie politique, bourgeoisie de robe. Très jeune, vous avez eu un problème avec Dieu. Et je voudrais lire les quelques lignes que j'ai trouvé dans la postface des Tuniques d'aveugles, un essai que vous publiez à La Différence. J'ai toujours eu un problème avec Dieu, un problème de coexistence, j'ose le mot. S'il existait, ce qui allait de soi dans mon milieu catholique, il était tout-puissant et omniscient. Dès lors, je ne voyais pas comment je pouvais, moi, frêle créature, exister aussi, je veux dire de façon autonome. Vous avez pensé ça très jeune, et c'est cette ambiguïté qui vous a amené à 18 ans environ. À la fois, vous avez échappé de votre famille, à adhérer au Parti communiste belge, et à partir pour l'Espagne. Vous étiez aviateur et vous avez participé dans les rangs républicains à la guerre civile espagnole. Vous êtes devenu l'ami de Malraux. Je l'ai dit tout à l'heure, Malraux vous a pris en modèle pour l'un de ses personnages de l'espoir. Et puis la guerre, etc., etc. Mais toujours une sorte de limite aux aventures que vous avez tentées. Une sorte de rejet même de la société humaine. Si bien qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un exégète de la Bible et on croirait que vous ne participez, on dirait que vous ne participez plus à la vie des hommes. Alors pourquoi cette évolution? Écoutez, quand on a réédité ce livre que j'ai publié à 45 ans, je l'avais complètement oublié et j'ai dit à l'éditeur qui me le proposait que je voulais d'abord le relire avant de savoir si j'allais le signer, parce que je ne savais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Ce livre, c'est N'y être pour rien, que les éditions Phébus viennent de rééditer. Et quand je l'ai relu, j'ai constaté qu'en fait, je n'avais pas changé. Quoique je n'écrirais plus du tout ce genre de livre, c'est en fait les mêmes préoccupations, celle de la liberté, qui me poursuivait, celle que j'avais à 13 ans et qui restait toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, malgré mon destin qui a l'air en épingle à cheveux avec des volte-face, etc., j'y vois une continuité complète. Et ça m'a fait grand plaisir, c'est qu'il y a tout de même un moi qui existe en l'homme et qui persiste. Bien sûr. Malraux a été un modèle pour vous? Pas un modèle, mais un magnifique ami. Et il a vécu, il m'a permis de vivre une expérience pratique de la liberté en Espagne. Curieusement, c'est une chose qu'on ignore. L'escadrille Malraux,
est la seule unité combattante, je crois, de l'histoire de l'humanité, dans laquelle la seule sanction était d'être renvoyé chez soi si on ne faisait pas quelque chose qu'il fallait. C'est-à-dire que non seulement il n'y avait pas de discipline et aucune espèce de sanction, mais si vous faisiez quelque chose qui n'était pas souhaité par Malraux ou par l'ensemble de l'escadrille, mais vous étiez envoyé en France par le premier avion. Ça fait que la sanction des gens qui ordinairement sont poursuivis pour désertion, etc., c'était de partir. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être volontaire. Et Malraux, son autorité était uniquement basée sur son prestige personnel, sur son intelligence. Il n'y avait aucune discipline dans cette escadrille qu'il avait fondée. Mais pourquoi n'avez-vous pas persévéré dans l'action pour résoudre le problème que la liberté vous posait? Parce qu'il y a ses limites, les limites de l'action. J'ai, à un certain moment, opté pour une pause sociale, si vous voulez, en pensant que je n'avais pas la réponse à la question que vous avez citée tout à l'heure et que je me posais à 13 ans. C'est ça d'ailleurs qui m'a éloigné de ma famille et de mon milieu. Je me suis aperçu qu'il n'avait pas de réponse. Et je me demandais comment il pouvait vivre tranquille sans avoir de réponse. Vous n'avez jamais eu la nostalgie du désert? Écoutez, en fait, désert, je connais le désert de Juda, qui est tout petit, qui m'a intéressé, mais j'avoue que je suis assez insensible à l'environnement et à ce qui m'entoure. Même si Dieu est présent? Je crois que Dieu n'a rien à voir dans le désert. C'est quand même c'est votre préoccupation essentielle aujourd'hui. C'est ma préoccupation essentielle, ça a toujours été, mais Dieu est en nous. Hein. Le désert, le lieu ne compte pas. À mon avis, c'est à la fois une aspiration, mais aussi je ne voulais pas que ce soit une aspiration sauvage, que simplement un désir. Je voulais comprendre. Et on m'enseignait un Dieu que je ne pouvais pas accepter. Parce que ce Dieu était supposé bon, mais il a créé l'homme mortel, c'est-à-dire le malheur. Si c'est lui qui est responsable de ça, je ne peux pas l'aimer. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur dans cette doctrine qu'on nous a enseignée sur Dieu, pour commencer. Avant de nous séparer, je vais demander à Renaud Matignon de nous livrer sa sélection de la littérature d'aventure. Oui. L'aventure au sens large, je crois. Vous avez lu tous les livres. J'en ai relu quelques-uns, mais très peu. Bon, une sélection dans l'aventure, c'est une sélection dans la littérature. L'aventure en littérature, c'est un fil rouge qui commence en gros, disons, à l'Odyssée d'Homère pour aller à Tintin au Congo, en passant par le Don Quichotte de Cervantes. Alors il faut bien faire un tri. Rappelez que Aventura, ça vient d'un mot latin qui veut dire les événements, ce qui va arriver, donc ce qui doit arriver, et que tout ce qui est riche d'événements, riche de rebondissements, de guerre, d'amour, de contrariété, c'est de l'aventure. Donc ça s'est confondu assez vite avec l'essence même de la narration. Dans cette mesure, il est très vite venu se spécialiser divers genres. Le picaresque en Espagne, le roman social de Fielding en Angleterre, le historique avec Walter Scott et Dumas, que nous éliminons pour pouvoir arriver à cette espèce de patriarche fondateur qui est Robinson Crusoe, et à partir de là vient le 19e siècle, qui est pour l'Europe l'âge d'or du livre d'aventure, en tout cas en Amérique, en Angleterre et en France. Pour des raisons d'ailleurs très évidentes. L'Angleterre, c'est l'Angleterre triomphante et sûre de sa force et de son bon droit qui va conquérir l'univers. De même, sa littérature conquiert l'univers sous la forme du roman d'aventure et de mer. L'Amérique, c'est l'esprit pionnier qui s'y développe. La France, c'est la naissance d'un esprit du 19e qui est utopiste et qui croit au progrès. On en reviendra, mais Jules Verne, au fond, est né de ça. Alors ça nous amène au très grand, le tout premier en Angleterre, c'est évidemment le fameux Stevenson, c'est-à-dire, bien sûr, ce livre que j'ai ici, qui est l'île au trésor, avec John Silver et avec le pirate emblématique que tous les enfants ont retenu. Ça, c'est le patriarche, c'est un des plus beaux romans d'aventure. Et puis, bien sûr, en Angleterre, il faut citer Conrad, qui n'est pas anglais, qui est polonais, mais enfin, qui est essentiel. Il faut citer Kipling, qui sera le grand chantre du Commonwealth et de la majesté britannique. Et puis, en Amérique, on a bien sûr le tout premier des grands, c'est Melville. Alors, Melville, c'est Moby Dick.
qui a été préfacé par Giono de l'édition Folio, est une merveille de ce point de vue, quant à la traduction et à la préface. Moby Dick, ce n'est pas un grand roman d'aventure, c'est un grand roman tout court, c'est peut-être un des plus beaux livres qu'on ait écrit. Et Théodore Monod nous disait qu'on s'ennuie en haut d'un chameau. Je pense que si on a emporté en haut d'un chameau Moby Dick, on ne pense plus à redescendre. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut emporter en haut d'un chameau. On ne lit pas en haut d'un chameau. C'est pas facile, c'est pas facile. On ne peut pas lire. Bon, alors gardons Moby Dick pour les longues soirées d'hiver. Après quoi, on a Jack London, il faut dire un mot de Jack London, qui est un immense écrivain aussi, qui est encore considéré avec un peu de mépris, parce que c'est de la boxe, c'est du grand air, mais c'est aussi un bel écrivain de la révolte, c'est aussi un bel écrivain dont la vie a été tout aussi aventureuse que l'œuvre, puisqu'il a été boxeur, teinturier, chercheur d'or, j'en passe et des meilleurs. Il a fait à peu près tout, y compris 2 cirrhoses du foie qui l'ont achevé, et un demi-suicide mélangé de cuite. Enfin, c'est une vie dramatique. Et puis nous arrivons au grand, à Jules Verne. Jules Verne, vous le savez, c'est l'auteur français le plus traduit et le plus lu dans le monde, non pas en France seulement. Il faut se rappeler que quand ont paru les premières livraisons du Tour du Monde en 80 jours, puis du Voyage au centre de la Terre, ça a été des émeutes en librairie, ça a été des tirages qui, à l'époque, étaient tout à fait monstrueux. Ça a été des opéras, des opérettes, c'est un succès énorme. Et puis c'est surtout cette espèce de chantre et de l'espace et de la science qui, là encore, se terminera sur le pessimisme du XXe siècle naissant. Je crois que nous avons assez à lire. Maintenant, je voudrais signaler peut-être une mention particulière pour les éditions Payot et les éditions Phébus, qui font beaucoup d'efforts en matière de récits, de voyages. Et qui consacrent la naissance d'une nouvelle littérature de voyage, avec notamment Nicolas Bouvier, que je signale aussi, parce qu'il est un vrai écrivain en même temps qu'un voyageur. Merci Renaud. Et la semaine prochaine, nous parlerons des États-Unis, des problèmes qui se posent aujourd'hui aux États-Unis et des réponses parfois particulières, singulières, que les États-Unis apportent à ces problèmes. Merci de nous avoir suivis, merci à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Les trompettes de sa renommée sont toujours bien embouchées. Maurice André avec Musique et compagnie après la météo et le soir 3. Alors, cette voiture divine, non? Oh, les enfants, divine! Papa, tu veux pas gonfler le ballon qui est dans le volant? 2 ans d'âge mental. Et toi, qu'est-ce que tu dis, ma pépuse? C'est bien, ma chérie! Je vois que tu te fais belle. C'est bon signe. Je ne dirais qu'un mot. Divine. Mais qu'est-ce qu'il lui veut à ma femme, celui-là? Peugeot 405? Elle met tout le monde d'accord. Sur la Côte d'Azur, Marina Baie des Anges a aujourd'hui son Olympe, Biovimère. Entre Nice et Antibes, le plus grand centre du monde de thalassothérapie, remise en forme et beauté, vous offre ses 14 000 mètres carrés de détente et de bien-être, avec les bouts de la mer Morte en exclusivité pour Biovimère et son restaurant diététique. Bienvenue au royaume de Poséidon. Biovimère, 36 63 05 05. Ida Presti, Alexandre Lagoya, le duo mythique. Presti Lagoya, toujours la référence. Il était une fois Clint Eastwood, Telly Savalas et Donald Sutherland. Pour une poignée de lingots, ils étaient prêts à tout. De l'or pour les braves, c'est le salaire de la guerre. Lundi, sur France 3.
spécial Question pour un champion. Ils ont tous les copains du lycée derrière eux. Et eux, devant, représentent leur ville. Ces juniors-là en remontrent même aux parents. Dans le film Bodyguard, quelle chanteuse, oui? Whitney Houston. Whitney Houston, bonne réponse. Mardi à 20h50 sur France 3, Julien Lepers mène l'interro. Alors attendez, je recommence la question. Bonsoir, voici les titres que nous allons développer dans quelques minutes. Et d'abord, les très grandes difficultés que rencontrent depuis ce matin de nombreux automobilistes dans la vallée de la Tarentaise. L'accès aux stations de sport d'hiver étant interdite, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont été obligées de trouver un hébergement pour cette nuit. Par ailleurs, toujours dans cette vallée, à Pesé-Nancroix, les sauveteurs ont pu secourir les 12 personnes ensevelies cet après-midi dans une avalanche. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont manifesté aujourd'hui à Marseille pour dénoncer le meurtre du jeune Ibrahim Ali. La famille de l'adolescent entend poursuivre en justice Bruno Maigret pour atteinte à la mémoire des morts et diffamation. Le dirigeant du Front National avait invoqué la légitime défense. Un an, jour pour jour, après l'assassinat du député varois Yann Pia, le point sur l'enquête qui n'a pas encore permis d'identifier les véritables commanditaires. Enfin, notre Zoom, consacré à 4 expositions passionnantes sur le surréalisme. Elles sont toutes organisées à Nantes et nous découvrirons en quoi cette ville peut être considérée comme l'un des berceaux du surréalisme. Tout de suite, la météo de Michel Touret. On se retrouve dans quelques minutes. France 3 vous présente la météo. Avec les œufs matines, la fraîcheur des petits matins. Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Demain, baisse de température, on ressortira le gros pull, averses parfois orageuses, prudence si vous prenez le volant, et puis toujours de forts risques d'avalanche sur les Alpes. Je vous propose de détailler avec l'image du globe une France souvent nuageuse et parfois bénéficiant d'éclaircies aujourd'hui. Regardez l'animation satellite européenne, elle parle d'elle-même avec ces paquets nuageux, ces énormes paquets nuageux qui ont traversé le pays. Et à l'arrière de tout ceci, les éclaircies ont apparu. Alors, prévision de Météo France pour demain, une seule carte suffira, la voici. Avec du Jura jusqu'aux Alpes, à la région Rhône-Alpes, et bien de la grisaille, les restes de la précédente perturbation, avec de la neige à basse altitude au-dessus de 500 mètres d'altitude, de la neige également sur les Vosges au-dessus de 500 mètres d'altitude, vous le voyez, de la neige également sur la Corse, avec la perturbation qui s'évacue au-dessus de 1500 mètres d'altitude le matin, l'après-midi ça s'arrangera, de la neige sur la chaîne pyrénéenne au-dessus de 500 mètres d'altitude, enfin 5 à 600 mètres d'altitude, un peu plus bas en cours de journée, et puis vous voyez que sur le sud-ouest, ce sera de la grisaille assurée également. Près de la Méditerranée, belle présence du soleil, mais le vent soufflera en rafale à 70 km à l'heure. À l'arrière de tout ceci, un ciel de traîne, une traîne assez active, avec des passages nuageux, des éclaircies, mais également des averses orageuses. Prudence, donc, encore une fois, si vous prenez la route. Le vent va souffler sur l'Aquitaine en rafale à 70 km à l'heure. Les températures matinales en chute libre, ces températures, vous voyez, entre 0 degré à Rouen et à Aurillac et jusqu'à 9 degrés pour Perpignan. Avec 8 pour l'extrême sud-est, 7 pour Marseille, 3 pour Paris, 1 à 2 degrés pour le nord-est, 1 petit degré pour Lille, 2 pour Brest et 4 pour Bordeaux. Celle de l'après-midi de 2 degrés parfois, inférieure aux normales saisonnières. Vous voyez, entre 4 degrés à Langres et jusqu'à 15 degrés. Là, ce sera quand même le nirvana. 15 degrés pour Bastia, avec 12 pour Marseille, 7 pour Paris, 6 pour Mulhouse, 6 pour Lille, 8 pour Cherbourg, 8 pour Brest, 9 pour Bordeaux et 9 pour Toulouse également. Allez, on passe les frontières. Quel temps fera-t-il ailleurs ? On cherche du soleil. Du soleil, il n'y aura point demain sur l'Europe, vous le voyez. Il faudra aller en Afrique du Nord, à Rabat ou à Tunis avec 23 degrés. Également quand même à Athènes avec 18 degrés et Bucarest, partout ailleurs, grisaille assurée. Belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Nestors. Et notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, le 36 68 0003. Dans quelques instants, le journal de Catherine Matoche. France 3 vous a présenté la météo. Avec les œufs matines, la fraîcheur des petits matins. Sur France 3, l'enduro du Touquet a 20 ans. 20 ans à jouer dans les dunes. 20 ans à faire les fous sur la plage. Quand on aime, on a toujours 20 ans, d'accord. Mais avec plus de 500 concurrents et 400 000 spectateurs sur le terrain, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Belval et Peter Ancel conduisent la meute des enragés. L'enduro du Touquet, départ dimanche 13h et dans Sport Dimanche à 15h30 sur France 3.
qu'on fait pour déjeuner? Du poulet! De la viande. Du riz. Et des pommes de terre. On y va? Non. Heureusement, il y a Findus. Findus invente les plats cuisinés en sachet. Plein de délicieuses recettes que l'on dose comme on veut. Simple à cuisiner en moins de 8 minutes à la poêle. Aujourd'hui, grâce à Findus, tous les appétits sont permis. Heureusement, il y a Findus. Findus. La toute première voiture n'est jamais très confortable à conduire. Ensuite, il y a celle qui abîme le dos. Celle qui manque cruellement d'espace intérieur. Puis les familiales, lentes et bruyantes. Certains sont même tentés de renoncer à la voiture. Après avoir passé tous ces inconvénients en revue, Citroën a créé la nouvelle XM, la première voiture équipée pour n'avoir que des avantages. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Nostalgie présente Entre elle et moi, le nouvel album d'Yves Duteil. 16 titres, dont 8 duos inédits. Entre elle et moi, l'album des talents réunis. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses désirs, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attaché, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. Privés de leurs enfants, ils quittent la prison, mais sont prisonniers du malheur. C'est ta faute, tout ça. Si on n'a pas pu retrouver nos enfants, on est seuls comme des chiens maintenant. Adoptés par force, leurs fils et leurs filles leur sont arrachés pour toujours. Vous savez, j'ai honte d'être allemande, monsieur. 20 ans plus tard, le hasard historique les réunit. Je dois fuir, je ne peux pas rentrer. Il faut absolument tout faire pour être... et se sentir totalement libre. Dimanche, à 21h55, l'histoire, c'est leur histoire, sur France 3. Dans ce journal, les très grandes difficultés sur les routes des stations de sport d'hiver, plus de 10 000 personnes à Marseille après la mort du jeune Ibrahim Ali, et enfin notre zoom consacré au surréalisme avec plusieurs expositions à Nantes. Bonsoir, mais d'abord le chassé-croisé des vacanciers qui tourne au cauchemar dans la vallée de la Tarentaise, route saturée, automobilistes bloqués dans des embouteillages monstres après la fermeture des accès vers les stations, victimes d'importantes chutes de neige. La route menacée par des avalanches devrait être rouverte demain matin. En attendant, beaucoup ont fait demi-tour pour trouver un hébergement vers Chambéry et Grenoble. Pour d'autres, il était trop tard. Une cellule de crise a été mise en place pour éviter aux automobilistes de passer cette nuit dans leur voiture. Le reportage de Thierry Chauffour et Moulou Dessou. Scénario de crise à la préfecture de la Savoie. Depuis ce matin, le téléphone sonne sans discontinuer. Sur la route des vacances, les touristes s'inquiètent. Oui, vous êtes à quel endroit? Vous êtes sur Paris. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de différer votre départ. Puisque tout accès est interdit en amont d'Albertville jusqu'au moins demain matin 6 h. À cause du fort risque d'avalanche, toutes les voies d'accès à la Tarentaise et à Val Thorens sont coupées. C'est une mesure préventive par rapport au risque dont on sait par rapport à la météorologie nationale qui va s'accentuer puisqu'il continue à neiger très fort en altitude et qu'on ne peut pas prendre le risque de laisser aller les gens sur ces stations d'accès, ces routes d'accès. Dans l'après-midi, les premiers touristes sont arrivés dans les mairies et les offices de tourisme. Il faut loger dans la précipitation plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais les Savoyards ont l'habitude de ce genre d'opération. Lorsque les hôtels sont pleins, on dirige les naufragés d'un soir vers des particuliers volontaires ou les lycées. Chaque fois que le plan Palomar est déclenché, le lycée La Gardinière de Chambéry est réquisitionné. Là aussi, l'expérience permet d'éviter la panique. Vous me donnez un nom? Gilles. Gilles comme le prénom. D'accord. Oui.
Alors on vous affecte la chambre 204. 204. Deuxième étage. À part l'année dernière, ça se fait tous les ans depuis 89. Quoi. Donc pour vous, c'est pas un gros problème d'organisation? Non, il suffit que la personne de service soit là, ce qui est le cas en général. Et quand on voit les inondations arriver, la pluie tomber, on se méfie un peu plus, quoi. Donc on est un peu plus sur le qui-vive. Ce soir, tous ces touristes visiteront Chambéry en scrutant le ciel. Si la météo le permet, ils seront sur les pistes dès demain après-midi. Et puis sachez que toujours dans la vallée de la Tarentaise, une avalanche avait enseveli cet après-midi à Pesé-non-Croix une douzaine de personnes. Les sauveteurs ont réussi à les dégager, ensevelis sous 8 mètres de neige. Ces 12 personnes sont saines et sauves. Par mesure de précaution, les secouristes continuent les recherches toute la nuit, mais considèrent qu'il n'y a plus personne prisonnier de la neige. À Marseille, comme dans d'autres villes de France, plusieurs milliers de personnes ont tenu à se rassembler pour dénoncer l'assassinat du jeune Ibrahim Ali, dont les obsèques avaient lieu hier. Les 3 militants du Front National ont été écroués pour homicide volontaire. Aujourd'hui, on manifestait contre les idées qui tuent. À Marseille, le reportage d'Hugues Girard et Guy Battini. Du monde, beaucoup de monde, peut-être plus de 20 000 personnes, un long cortège du haut de la Canebière au Vieux-Port, puis à la préfecture où la dispersion de la manifestation a eu lieu. Beaucoup de slogans demandant la justice pour Ibrahim Ali, des cris aussi contre le Front National. Une manifestation où la communauté comorienne de Marseille, mais également d'autres départements français étaient très présentes. Dans le défilé, beaucoup de jeunes de la Savine et des quartiers nord, mais également des anonymes venus dénoncer le racisme. Qu'est-ce que vous exprimez à travers votre participation? La colère. Et là, on est en tant que mère de famille, citoyenne plutôt, et en solidarité avec la famille et les amis de ce jeune, tout simplement. Pour éviter toute susceptibilité, les différentes associations ou partis n'avaient pas ou très peu sorti de banderole, une façon de refuser toute récupération politicienne, ce qui bien sûr n'empêchait pas les leaders politiques et les élus d'être là. Je pense qu'il faut montrer à tous ceux qui se reconnaissent dans ce jeune Ali, dans sa joie de vivre, son amour de la musique, son combat généreux qu'il a mené, montrer à tous ceux qui se reconnaissent en lui que la France généreuse, ça existe. Et je crois qu'il est rassurant que les gens protestent contre un meurtre, mais il faudrait que tous les hommes politiques aussi ne confondent pas les meurtres et les accidents. Et là, ça n'est pas une manifestation, je crois que c'est plus, parce que c'est à la suite d'un assassinat. Donc c'est une manifestation très pacifique, mais qui veut bien dire que nous sommes groupés parce que nous ne voulons pas de cela. Au total, 2 heures de manifestation, plus spontanée qu'encadrée. Les jeunes amis de la Savine d'Ibrahim Ali avaient souhaité, voici 2 jours, que ce soit leur manifestation. Ils ont été entendus et suivis. 1 an, jour pour jour, après l'assassinat du député varois Yann Pia, l'hypothèse du règlement de compte politique n'a pas été confirmée par l'enquête. Les policiers ont bien découvert des pratiques politico-mafieuses, mais le mystère entoure encore aujourd'hui la véritable identité des commanditaires. Le point de cette enquête, 1 an après. Huguette. Une bien mauvaise pièce où 2 voyous de seconde zone tiennent la vedette. Hier encore, un nouvel acte s'est joué, la première confrontation entre ces 2 suspects à l'initiative du juge Roland. Marco Di Caro, il a avoué avoir pisté la voiture du député du Var au guidon de cette moto volée par un comparse. Il assure avoir tiré la première balle, il désigne son complice. Lucien Ferry, le passager, l'auteur présumé des coups de feu mortels, il a avoué puis s'est rétracté. Ont-ils agi de leur propre initiative? Y a-t-il un ou des commanditaires? À ces questions, Marco Di Caro répond et donne 2 noms. Gérard Final, patron d'un bar, le Macama, il a été mis en examen. Jo Cercia, rival politique de Yann Pia, entendu par la police, mais sur lequel ne pèse aujourd'hui aucune charge. Les mobiles, la drogue, une hypothèse à un moment évoquée par les enquêteurs. Un vaste coup de filet avait d'ailleurs eu lieu 1 semaine après le crime. Yann Pia, auteur d'un livre blanc sur la toxicomanie, ne cachait pas son intention de devenir la Madame Propre du Var. Aurait-elle gêné le milieu? Selon certains, Gérard Final était devenu le nouveau caïd de la pègre toulonnaise. La politique, les notables locaux ne l'estimaient guère. Elle perturbait le jeu, elle voulait notamment se présenter à la mairie de hier. L'une ou l'autre hypothèse, ou les 2 mêlés, en tout cas la mort de Yann Pia a permis de mettre au jour des pratiques politico-mafieuses, dont le premier à avoir fait les frais est l'ancien président du Conseil général lui-même, Maurice Arex, aujourd'hui en prison pour une autre affaire.
Ce qu'il faut encore retenir dans l'actualité, les commentaires ce soir d'Alain Chabot. Même en l'absence du patron, les Chiraciens mettent la pression. Ils étaient plusieurs milliers cet après-midi à Vincennes, militants, cadres et parlementaires du RPR. Discours attendu d'Alain Juppé après les vives escarmouches des derniers jours. Le président par intérim du Rassemblement invite ses troupes à se mobiliser pour Jacques Chirac, bien sûr. Mot d'ordre de campagne, pas d'excès. La force de mon engagement aux côtés de Jacques Chirac va donc de pair avec ma détermination à combattre les pyromanes. Tous ceux qui, à court de souffle et de projet, veulent exploiter les fausses querelles. Le mieux placé, donc, quel qu'il soit, devra avoir le soutien de tous. Je m'y engage pour ma part solennellement. Il n'y a pas de crise dans les relations entre les États-Unis et la France, précision apportée par le vice-président américain dans l'affaire des espions de la CIA. Al Gore affirme aussi qu'il n'y aura pas d'expulsion de citoyens américains par la France. Une mise au point qui intervient après les accusations lancées hier par Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur imputait aux États-Unis la responsabilité des fuites dans cette affaire. Il pose pour les autoroutes de l'information. Les ministres du G7, le club des pays les plus riches du monde, examinent pendant 2 jours à Bruxelles le statut du futur réseau mondial multimédia. Objectif, la libéralisation des télécommunications. Une réunion très consensuelle sur un sujet très polémique avec la classique rivalité entre les États-Unis et l'Europe. Les monopoles de télécommunications vont, sinon disparaître, du moins avoir une influence moindre, qu'on ne les remplace pas par, je dirais, des grandes sociétés américaines qui, elles, disposeront à ce moment-là de l'intelligence. Et vous imaginez que l'intelligence est un moyen beaucoup plus important que même l'énergie, d'une certaine façon. Les extrémistes protestants d'Irlande du Nord disent non à la main tendue de Gerry Adams. À Dublin cet après-midi, le leader du Sinn Féin, la vitrine politique de l'IRA, avait exhorté ses adversaires à se joindre aux négociations de paix sur le futur statut de l'Ulster. Ce soir, le plus radical des partis unionistes nord-irlandais rejette ses offres de service, un blocage qui intervient 3 jours après la publication par Londres et Dublin d'un document cadre sur l'avenir de la province. Multiplication des incidents aujourd'hui à l'aéroport de Mogadiscio. Les casques bleus pakistanais ont même dû ouvrir le feu pour éloigner les nombreux pillards qui attendent le départ des forces de l'ONU. 900 casques bleus quittent la Somalie demain. Les derniers plieront bagages la semaine prochaine sous la protection d'un très imposant dispositif militaire international. La fête continue pour Bourgoin. Les Rouges et Blancs ont écrasé les Grenoblois 17-3 cet après-midi pour le compte de la 3e journée du top 16. À noter ce très bel essai de Patrice Favre. C'est la victoire du village sur la ville, mais rien n'est joué dans cette poule 4 du championnat. Et on revoit ce magnifique essai. Si vous vous intéressez au surréalisme, sachez que jusqu'au 1er avril, plusieurs expositions passionnantes sont à voir à Nantes. Il faut savoir que plusieurs artistes originaires de cette ville ont activement contribué à la naissance de ce mouvement au début du siècle. Nantes serait-elle le berceau du surréalisme? Quelques éléments de réponse avec ce reportage de Nicole Bappel et Philippe Basquin.